Au milieu des années 2010, alors que l'État islamique tentait de s'étendre à travers l'Irak et la Syrie, ils ont rapidement cherché de nouveaux membres pouvant rejoindre leurs rangs. Les terroristes ont alors lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux et ont diffusé leur propagande auprès des personnes les plus vulnérables. Les personnes visées faisaient partie des membres les plus à risque de la société. Des hommes et des femmes qui se sentaient aliénés ou marginalisés par la société ou qui avaient l'impression de manquer de but dans la vie. Malheureusement, tout cela a très bien marché. Des dizaines de milliers de personnes du monde entier se sont rendues au Moyen-Orient pour rejoindre Daesh après avoir été recrutées. Ou bien elles sont restées dans leur pays d'origine, où elles pouvaient, entre autres, agir elles-mêmes comme recruteurs. Bien que les plus touchés par la propagande de Daesh aient été de jeunes hommes musulmans âgés de 20 à 25 ans, chaque groupe démographique risquait d'être endoctriné par les terroristes. L'une des histoires issues de cette campagne de recrutement est celle de Sally Ann Jones, une Britannique qui a été attirée par la propagande de l'État islamique en 2013. Jones allait prendre une décision qui allait profondément changer le cours de sa vie en embarquant dans un avion à destination de la Syrie. Ce qui l'attendait là-bas, c'était tout un nouveau monde souterrain de complots terroristes, d'insurgés recherchés et d'atrocités violentes. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que nous savons de la vie de Sally Ann Jones. Qui était cette femme apparemment ordinaire mais profondément troublée qui s'est rendue en Syrie pour rejoindre les rangs de l'État islamique? Comment sa vie s'est-elle déroulée lorsqu'elle a finalement fait ce choix et en fin de compte, qu'est-il advenu d'elle? Rejoignez-nous aujourd'hui alors que nous examinons toutes ces questions. Et bien plus encore, bienvenue dans Wars of the World. Bien qu'elle ait enduré plusieurs difficultés en grandissant, rien dans la jeunesse de Sally Ann Jones ne laissait présager qu'adulte, elle ferait les choix qu'elle a faits. Elle est née et a vécu la majeure partie de son enfance à Greenwich, une banlieue généralement aisée du sud-est de Londres. Ses parents l'ont élevée dans la foi catholique et Sally Ann Jones passait son temps libre dans les groupes de jeunes catholiques locaux. Cependant, sous ce mode de vie apparemment idyllique, des problèmes croissants avec ses parents échappaient au contrôle de Sally Ann Jones. Les parents de Sally Ann Jones ont traversé un divorce difficile alors qu'elle n'avait que 10 ans, ce qui a malheureusement conduit son père à se suicider peu de temps après. Plongée si jeune dans le chaos, Sally Ann Jones a fait de son mieux pour avancer. Sally Ann Jones est restée inscrite à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, moment où elle a trouvé un emploi de vendeuse de cosmétiques pour L'Oréal. Ayant quitté Greenwich, elle s'est finalement installée à Chatham-Kent, où elle vivait en logement social. La vie n'était en aucun cas facile pour Sally, et elle s'est vite retrouvée à peine capable de joindre les deux bouts avec l'argent qu'elle gagnait. Elle a trouvé du réconfort dans sa passion pour la musique et a formé le groupe Punk Crunch avec des amis dans les années 1990 alors que l'argent manquait. Cependant, on pense qu'elle vivait des allocations sociales et se rendait souvent dans une banque alimentaire pour s'en sortir. Quand elle a quitté Greenwich, Sally Ann Jones a rapidement donné naissance à son premier enfant, un petit garçon. Il est né en 1996 et pendant un certain temps, Jones est sorti avec le père jusqu'à ce qu'il décède malheureusement 3 ans plus tard. Peu de temps après la mort de son premier compagnon, Sally entama une nouvelle relation et eut son deuxième enfant. Un garçon nommé Jojo est né en 2004 et bien que la vie fût difficile, Sally Ann Jones ferait de son mieux pour le soutenir. Lorsque Jones commença à avoir des difficultés financières, elle se tourna vers Internet pour chercher des réponses.
Se sentant plus déprimée et désespérée que jamais, elle développa un intérêt malsain pour les théories du complot et commença à s'intéresser à l'histoire et aux pratiques de la magie noire. Les années 1990 passèrent rapidement, suivies des années 2000 et très peu de choses avaient changé pour Jones. Elle continua à lutter pour joindre les deux bouts et par conséquent chercha toujours du réconfort en ligne. On ignore comment elle a commencé à s'intéresser à l'idéologie djihadiste radicale. Cela a sans doute émergé suite à cette exposition constante aux médias liés aux théories du complot en ligne. On pense que la guerre en Irak et le mépris de Sally à son égard l'ont peut-être poussée à franchir le pas vers l'extrémisme. Les recruteurs de Daesh ciblaient les forums en ligne qui discutaient des sujets autour de la guerre en Irak, attirant les personnes vulnérables et les convainquant de s'engager. Et bientôt, c'est exactement ce qui allait arriver à Sally Ann Jones. Les détails précis de la façon dont Sally Ann Jones s'est engagée auprès de l'État islamique ne sont toujours pas clairs, mais ce que nous savons, c'est que cela s'est produit rapidement. Tout au long de l'année 2013, cette année-là fut un tournant pour Daesh, qui venait de s'étendre en Syrie après avoir consolidé ses gains en Irak. Et ils lancèrent le début de leur tristement célèbre campagne de recrutement, tandis que les recruteurs ciblaient les internautes du monde entier. Au Moyen-Orient, les extrémistes continuèrent de s'étendre, ne reculant devant rien pour s'imposer comme un califat. Début 2013, une femme de 45 ans, Sally Ann Jones. Au cours d'une soirée ordinaire passée à parcourir des forums islamiques radicaux sur son ordinateur, elle entra en contact avec un homme du nom de Junaid Hussein, un hacker prolifique et propagandiste pour l'État islamique. Il était un porte-parole charismatique de l'organisation terroriste, avec une longue histoire de ciblage des personnes les plus vulnérables de la société et de les convaincre de rejoindre l'État islamique. Il était bien intégré dans la société britannique malgré son implication avec l'État islamique et il vivait dans une banlieue tranquille de Birmingham. Cependant, il venait récemment d'être libéré après un séjour en prison à la suite de son rôle dans une cyberattaque lancée contre la ligne d'assistance antiterroriste en 2012. Lorsqu'il recrutait de nouveaux membres pour Daesh, Hussein se concentrait sur les injustices perçues envers les musulmans au Royaume-Uni, encourageant ceux qui se sentaient marginalisés par la société occidentale à reprendre ce qui leur appartenait. Souvent par la force, Hussein allait rapidement devenir le visage de la campagne de recrutement en ligne de Daesh et les forums extrémistes qu'il fréquentait l'ont rapidement amené à croiser la route de Sally Ann Jones. Tous deux se sont rapidement rapprochés et ont même entamé une relation amoureuse. On ne pense pas qu'ils se soient réellement rencontrés en personne au début de leur relation. Mais Hussein a vite implanté son idéologie extrémiste dans l'esprit vulnérable de Jones. Les deux discutaient pendant des heures via le chat vocal, période durant laquelle Hussein contribuait lentement à la radicalisation de sa partenaire. Sally s'était déjà convertie à l'islam juste avant le début de la relation. Mais après quelques mois avec Hussein, elle empruntait une voie très sombre. Puis, un jour à la fin de 2013, après ce qui aurait été des mois de planification minutieuse, Hussein et Jones sont partis pour le Moyen-Orient. Hussein a choisi de rejoindre physiquement ses associés de l'État islamique en Syrie et il a décidé d'emmener Jones avec lui, selon une déclaration ultérieure de Jones, qui avait été dupé pour répondre à des questions concernant son voyage en Syrie par un journaliste du Sunday Times se faisant passer pour un recruteur de Daesh. Elle avait épousé Hussein le tout premier jour de leur arrivée. Tous deux allaient adopter de nouveaux noms après leur mariage. Hussein se faisait désormais appeler Abu Hussein al-Britani, et de la même manière, Jones avait adopté le nom de Hussein al-Britani. Ce qui est arrivé ensuite au couple reste flou, mais nous savons que cela a été tumultueux. Jones et Hussein ont d'abord atterri dans la ville syrienne d'Idlib, et après leur mariage, il leur a fallu un certain temps pour rejoindre la cellule terroriste qu'ils visaient à Raqqa.
Cela était dû à un incident survenu peu de temps après leur arrivée, au cours duquel Hussein et Jones ont été kidnappés, avec le recrut de Daesh Abdel Majed Abdel Bari. Bari, un utilisateur prolifique des réseaux sociaux tout au long de son séjour, enrôlé avec l'État islamique, s'est exprimé sur Twitter en février 2014 en disant, je cite, « Moi et Abou Hussein al-Bratani avons été kidnappés et torturés par les ordures de l'ASLIF. Ils nous ont volé nos 4 AK et un 7 mm mon véhicule, ainsi que nos téléphones et notre argent liquide. » L'ASL en question fait référence à l'armée syrienne libre, une coalition de groupes rebelles syriens formés en 2011 en réaction à la répression des manifestants par le président syrien Bachar al-Assad. Sally Ann Jones s'est elle-même exprimée sur la situation de l'enlèvement sur Twitter lorsque le trio a finalement été libéré de la garde de l'armée syrienne libre. En août 2014, elle a déclaré « Citation, alhamdoulilah ». Mon mari et moi avons atteint l'État islamique après être restés coincés à Idlib pendant 7 mois et nous vivons maintenant dans le Khilafat. Désormais installés là où ils avaient initialement prévu d'être, à Raqqa, le couple s'est lancé dans une nouvelle vie dans la capitale de facto de l'organisation terroriste la plus dangereuse du monde à l'époque. Après leur installation à Raqqa, l'interview involontaire de Jones avec The Sunday Times allait bientôt révéler l'identité de Hussein et Jones. Se faisant passer pour un recruteur potentiel de l'État islamique, le journaliste Dipesh Gouder a réussi à dévoiler les noms de naissance de Hussein et de Jones, qui jusque-là utilisaient leur pseudonyme Al-Britani. Gouder a aussi révélé que Jones avait été un propagandiste clé de l'EI après son arrivée en Syrie, et qu'elle avait également emmené avec elle son plus jeune fils, Jojo. Alors que Jones s'était imposée comme une recruteuse de premier plan pour l'EI, son mari avait d'autres projets. Hussein s'était fait un nom en recrutant et en formant des hackers qui pouvaient alors être utiles pour lancer les nombreuses attaques en ligne de l'État islamique. Il n'a pas fallu longtemps avant que le couple ne soit sensationnalisé par les tabloïds britanniques. L'histoire de la guitariste punk blanche qui s'est enfuie pour rejoindre une cellule terroriste djihadiste avec un mari de 25 ans, son cadet, était tout simplement trop belle pour être ignorée. Jones et Hussein étaient pleinement conscients de l'hystérie provoquée par la révélation de leurs identités, mais ils ont tenté d'en tirer parti à leur manière. Tous deux étaient très présents et actifs sur Twitter, où ils citaient des textes religieux, provoquaient d'autres utilisateurs et encourageaient de nouveaux membres à rejoindre les territoires de l'État islamique au Moyen-Orient. Hussein, accompagné de Jones, allait fonder un groupe plus tard connu sous le nom de la Légion. Un groupe d'une douzaine de membres britanniques de l'EI qui ont lancé un vaste programme de recrutement en ligne pour attirer le plus grand nombre possible de recrues anglophones vers l'État islamique. Des milliers d'internautes ont été atteints de cette manière, et l'EI n'a pas fait preuve de subtilité dans son approche. Le monde connaissait leurs méthodes prédatrices pour recruter de nouveaux membres, mais il n'était pas prêt de s'arrêter de sitôt. Pendant son séjour en Syrie, Hussein aurait joué un rôle clé dans la réalisation de plusieurs tentatives d'attentats terroristes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il avait été le mentor d'un terroriste du nom de Mounir Abdelkadir et l'avait dissuadé de se rendre en Syrie. À la place, il lui a ordonné d'enlever et de tuer un membre de l'armée américaine. Tout était prévu pour se dérouler à la mi-2015, mais Abdelkadir a été arrêté et emprisonné pour 20 ans avant que l'attaque ne puisse être menée. Le 25 août 2015, la vie de Hussein prendrait fin lorsque l'armée américaine a mené une frappe de drone sur sa position à Raqqa. La frappe a eu lieu alors que Hussein était dans une voiture à une station-service de Raqqa. Considéré comme un grand succès pour les forces de la coalition anti-Daesh, plusieurs tentatives avaient été faites contre la vie de Hussein après la révélation de son identité. Et, par sécurité, il emmenait souvent Jojo, le fils de Sally, comme bouclier humain.
Jones et Hussein étaient tous deux coupables d'utiliser Jojo de cette manière. Et le jour où Hussein a été tué est considéré comme l'une des rares occasions où il est sorti en public sans le garçon à ses côtés. Alors que Jones utilisait d'abord Twitter pour nier tous les rapports sur la mort de son mari, elle allait bientôt changer de ton, peut-être lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait utiliser l'attaque comme un outil de propagande. S'exprimant à nouveau sur Twitter, Jones a écrit que Junaid Hussein avait été tué par, je cite, « le plus grand ennemi d'Allah, Hussein étant désormais mort ». Jones semblait plus déterminée que jamais dans son choix extrêmement dangereux de rejoindre l'État islamique, et elle a continué à diffuser de la propagande pro-Daesh depuis sa nouvelle maison en Syrie. Les actions de Sally en ligne continuaient d'attirer l'attention du public et des médias britanniques, et Jones allait bientôt se retrouver inscrite sur la liste des personnes les plus recherchées des Nations Unies. Le Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, a personnellement demandé que Jones soit inscrite sur la liste. Ce fut la première fois qu'un pays inscrivait l'un de ses propres citoyens sur une liste de personnes affiliées à l'État islamique. Sally Ann Jones a été franche dans sa réaction au fait d'être devenue une femme recherchée. Sur Twitter, elle a affirmé qu'elle lutterait contre l'Angleterre, je cite, « jusqu'à son dernier souffle ». Et elle n'a fait qu'intensifier son implication dans la diffusion de la propagande de l'État islamique. Daesh eux-mêmes ont salué sa présence et elle est rapidement devenue l'un des visages majeurs de la campagne mondiale de l'organisation terroriste pour attirer de nouveaux membres. Elle s'est également retrouvée à assumer une liste croissante de tâches encore plus sinistres pour l'organisation, notamment en devenant une dirigeante majeure d'un bataillon terroriste secret, le bataillon Anwar al-Awlaki, nommé d'après le défunt djihadiste radical du même nom, qui a nommé Jones à la tête de la branche féminine secrète. Désormais, Jones serait la première personne que toute femme européenne souhaitant rejoindre Daesh rencontrerait, et à leur arrivée en Syrie, ces femmes seraient directement formées par elle. Jones enseignait à ses recrues féminines de Daesh des sujets liés aux armes et aux tactiques militaires, malgré son manque apparent d'expérience dans ces domaines. Celles qu'elle formait deviendront les muhajirat, utilisées pour des attentats terroristes en Occident. Théoriquement, les muhajirat seraient formées en Syrie par Jones avant de retourner ensuite dans leur pays d'origine pour participer à des attaques suicides meurtrières. Le projet de lutte contre l'extrémisme estime que Sally Ann Jones aurait recruté des centaines de femmes pour l'État islamique en Grande-Bretagne. Et elle a continué à exprimer de plus en plus ouvertement ses convictions sur Twitter au fil du temps. En 2016, Jones a utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux pour demander à toutes les sympathisantes de l'État islamique en Grande-Bretagne qui ne s'étaient pas encore engagées dans leur cause de commettre des attentats terroristes dans les villes britanniques de Londres et de Glasgow ainsi que dans tout le pays de Galles. Cela coïnciderait avec la période de jeûne musulman du Ramadan, créant une atmosphère d'inquiétude pour le grand public tant au Royaume-Uni qu'au-delà, suite à son ascension continue au sein des rangs de l'État islamique. Après la mort de son mari, la presse britannique a décidé de la surnommer familièrement la Veuve Blanche, un surnom qui lui est resté pour le reste de sa vie. Les fonctions de Jones au sein des rangs de l'État islamique ne se limitaient pas au recrutement. Selon des documents judiciaires américains rendus publics au printemps 2017, Jones aurait joué un rôle déterminant dans l'organisation de plus d'une douzaine d'attentats terroristes à l'étranger. Heureusement, beaucoup de ces complots ont été déjoués avant de pouvoir faire des victimes, mais cela n'a pas empêché la Veuve Blanche d'essayer encore et encore. Elle serait aussi agressive envers les États-Unis qu'envers le Royaume-Uni. Et elle a même publié en ligne 3 listes de membres de l'armée américaine qu'elle voulait voir ciblés par les terroristes de Daesh. Elle publiait souvent les informations personnelles du personnel militaire en ligne et encourageait ces djihadistes à les traquer et à les éliminer. Cela attirerait fortement l'attention du gouvernement des États-Unis. Et bientôt, elle est devenue une femme recherchée de haut niveau des deux côtés de l'Atlantique.
Alors que Sally Ann Jones continuait de publier ses listes de personnes à abattre et d'encourager la réalisation d'attentats terroristes à travers le monde occidental, elle a attiré une grande notoriété. Les forces de la coalition menées par l'armée américaine dans le cadre de leur opération Inherent Resolve menaient déjà des frappes aériennes en Irak et en Syrie afin d'éradiquer la menace de Daesh au Moyen-Orient. Désormais, Jones s'était elle-même faite cible. Elle est restée à Raqqa, la capitale de facto de l'État islamique, malgré la tension internationale croissante qu'elle attirait. La capitale était devenue une cible majeure pour les frappes aériennes des États-Unis et plusieurs terroristes de haut profil, dont Mohamed Mouazi, également connu sous le nom de Jihadi. John avait été tué à Raqqa dans les mois et les années précédents. En octobre 2017, le quotidien britannique Mirror a rapporté que Sally Ann Jones et Jojo, qui avaient alors 12 ans, avaient été tués lors d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine à Raqqa. Apparemment, elle tentait de fuir la zone lorsque les drones ont lancé leurs missiles sur la ville occupée par les terroristes. Et elle a trouvé la mort alors qu'elle sortait d'un bâtiment. Apparemment, au moment de sa mort, elle prévoyait de déménager dans la ville de Méadine, dans l'est de la Syrie. Il paraît que cela s'est produit en juin 2017, mais les affirmations concernant la mort de Jones n'ont jamais pu être totalement confirmées. Aucune preuve ADN n'a jamais été récupérée sur les lieux de la frappe aérienne après la dissipation de la fumée. Et bien que ses comptes Twitter soient restés inactifs depuis, il y a une petite chance qu'elle ait pu échapper aux frappes aériennes et rejoindre Mayadine. De même, la mort de Jojo n'a jamais été totalement confirmée lorsque les frappes aériennes ont été signalées. L'action de les lancer a été critiquée et le garçon n'avait que 12 ans, il ne pouvait donc pas être considéré comme un combattant. Bien que ce statut demeure, des spéculations persistent sur l'implication possible de Jojo dans les crimes de Jones en Syrie, notamment après des inquiétudes liées à une vidéo en 2016. La vidéo en question montrait 5 jeunes garçons tirant une balle dans la tête de 5 prisonniers kurdes. Selon l'un des anciens partenaires de Jones, l'un de ces jeunes garçons était Jojo. Lorsque les projecteurs se sont braqués sur le jeune garçon, Jones a publié un commentaire affirmant qu'aucun des garçons représentés n'était son fils. Malgré sa déclaration, il y a cependant de fortes spéculations selon lesquelles Jojo était élevé comme un enfant soldat de l'État islamique, tout au long de sa courte vie. Emmené très jeune dans l'État islamique, il a sans doute aussi été radicalisé. Les rapports sur la mort de Jojo ont en fait été mis en doute en novembre 2017 lorsque des sources officielles syriennes ont affirmé qu'il était toujours en vie. Il vivrait peut-être avec des membres restants de Daesh près de la frontière est avec l'Irak. Impossible de confirmer officiellement cette affirmation dans un sens ou l'autre. En 2018, cependant, le journaliste Dipesh Gupta, qui avait conversé avec Jones en se faisant passer pour un recruteur, a indiqué qu'il avait été en contact avec une source informée qui lui avait dit que la mort de Jones et de son fils, Jojo, était, je cite, certaine à 99,9%. Une autre source provenant du terroriste britannique de l'État islamique Alexandre Coty, également connu sous le nom de djihadiste George, a affirmé que Jones avait déjà quitté Raqqa au moment de la frappe aérienne qu'il aurait soi-disant tué. Selon Coty, elle s'était installée à Mayadin au début de 2017, mais avait été tuée lors du bombardement d'un bâtiment gouvernemental le 25 mai. Bien que Jones ait été considérée comme une terroriste dangereuse, plusieurs organisations à but non lucratif ont condamné la décision de l'armée américaine d'organiser la frappe aérienne qui l'a finalement tué. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, Jones ne remplissait peut-être pas tous les critères pour être membre officiel de l'État islamique. Mais cela revient à l'idée que, étant donné qu'elle n'occupait pas une fonction de combat continu et qu'elle ne perpétrait pas elle-même ses attaques physiques, son assassinat pourrait avoir été contraire à l'éthique. Amnesty International, l'une des principales organisations de défense des droits de l'homme au monde, a également corroboré cela, notant que la mort de Jones, ainsi que celle de son fils Jojo, était discutable aux yeux de la loi.
De nombreuses organisations, ainsi que le grand public et le gouvernement occidental qu'elle avait menacé, ne partageaient pas ses sentiments lorsque les frappes aériennes ont été annoncées. Malgré la controverse et la théorie du complot entourant sa mort, il semblerait très probable que Jones ait effectivement été tué lors de la frappe aérienne de Raqqa en juin 2017. Ses comptes Twitter, qui étaient auparavant très actifs, sont presque instantanément devenus inactifs après l'annonce de sa mort et plus rien n'a été entendu de sa part, suite à l'effondrement final de l'État islamique à Baghouz, en Syrie, en 2019. Sa mort a marqué la fin des conséquences terrifiantes d'un recrutement radicalisé au Royaume-Uni. Mais elle n'était pas la seule à être attirée dans ses griffes. Fait remarquable, Sally Ann Jones n'était même pas la seule convertie djihadiste à avoir été surnommée la veuve blanche par la presse. Samantha Luthwaite, originaire de Banbridge dans le comté de Down, Irlande du Nord, était une autre Britannique séduite par les méthodes des recruteurs extrémistes. Elle a rejoint le groupe Al-Shabaab en Somalie à la fin des années 2000 ou début 2010. Luthwaite s'est convertie à l'islam à l'âge de 17 ans et a adopté le nom de Sharafia Luthwaite, un nom qu'elle porterait tout au long de sa vie, en tant qu'extrémiste. Dans les années 2010, le parcours de Luthwaite vers l'extrémisme était également centré sur son mariage. Elle a rencontré l'islamiste radical Jermaine Lindsay en ligne et l'a épousé en octobre 2002. 3 ans plus tard, Lindsay se ferait exploser lors des tristement célèbres attentats terroristes du 7 juillet à Londres, visant un train reliant King's Cross à Russell Square. 26 civils ont été tués à cause de ces actes, et Luthwaite, niant toute connaissance préalable du complot, a signalé la disparition de Lindsay 6 jours plus tard. À l'époque, elle était la mère du fils de 14 mois de Lindsay et elle portait sa fille à naître. Luthwaite a vendu l'histoire de l'attentat terroriste de son mari à la presse à sensation et elle a été critiquée en conséquence. Après la mort de Lindsay, Luthwaite a rencontré Habib Saleh Ghani, un membre pakistanais du groupe terroriste Al-Shabaab. Elle a déménagé au Kenya avec lui en 2007 et on pense qu'elle s'est rendue en Somalie. À la fin des années 2000, les gouvernements britanniques et kenyans ont commencé à soupçonner que Luthwaite était impliquée dans des activités terroristes. Au moment où elle était arrivée en Somalie, et, effectivement, au début des années 2010, son nom avait été associé à une série d'attaques majeures. En juillet 2012, Luthwaite serait nommée comme l'une des principales suspectes dans une attaque à la grenade qui avait été perpétrée dans un bar à Mombasa, au Kenya. Seulement un mois auparavant, lors de l'attaque, les clients du bar regardaient un match de football de l'Euro 2012 lorsque l'explosion a eu lieu, tuant 3 personnes et en blessant 25 autres. Une femme correspondant exactement à sa description a été vue quittant le bar juste avant l'explosion et la police soupçonnait fortement que Luthwaite était impliquée. Puis, en septembre 2013, Luthwaite a de nouveau été nommée comme l'une des terroristes soupçonnées d'avoir mené une attaque dans le centre commercial Westgate à Nairobi, au Kenya. Cet incident horrible a vu 4 hommes armés tuer 71 personnes dans le centre commercial et en blesser 200 autres. Alors qu'Al-Shabaab a affirmé que l'attaque était uniquement l'œuvre de jeunes hommes, les médias ont fortement spéculé que Luthwaite aurait pu être impliquée dans la planification. Ces actions, étant donné qu'elle avait également perdu son mari dans une attaque terroriste, lui ont valu le surnom de la veuve blanche dans les médias. Et malgré ses actions, dans les années 2010, on n'a plus entendu parler d'elle depuis de nombreuses années, à partir de 2022. Son oncle pensait qu'elle était morte, mais il y a des spéculations selon lesquelles elle pourrait s'être cachée quelque part en Somalie ou en Tanzanie. Bien que Luthwaite ne fût pas affiliée à l'État islamique, de nombreux autres convertis britanniques le seraient. Parmi eux se trouvait Tarina Shakil, une femme qui serait plus tard condamnée pour avoir voyagé en Syrie afin de rejoindre l'État islamique. De façon inquiétante, c'est peut-être Sally Ann Jones elle-même qui aurait persuadé Shakil de franchir le pas et de rejoindre les terroristes en Syrie.
Il a en effet été prouvé que les deux femmes avaient communiqué avant son arrivée au Moyen-Orient. Elle a également été radicalisée par le combattant portugais de Daesh, Fábio Pocas, qui avait été responsable de l'organisation d'enlèvement et d'exécution de prisonniers au sein de l'État islamique. L'histoire de Shakil, pourtant, se termine bien différemment. Shakil s'est envolée pour la Syrie en passant par la Turquie depuis l'aéroport des East Midlands au Royaume-Uni en octobre 2014. Elle a emmené son nouveau-né, disant à ses amis qu'elle partait à la plage, puis est arrivée en territoire de l'État islamique. Elle a envoyé un message à ses amis et à sa famille pour les informer qu'elle ne reviendrait pas en Grande-Bretagne. Mais plutôt qu'elle tuerait les apostates de l'islam et mourrait en martyr dans le processus, elle a décrit ce voyage comme son djihad et a encouragé les autres à combattre pour Daesh à ses côtés. Elle a aussi séjourné à Raqqa, en Syrie, publiant fréquemment en ligne des photos où elle posait avec le drapeau de Daesh. Son enfant aussi serait endoctriné par les extrémistes et apparaîtrait en ligne tenant un fusil d'assaut AK-47 tout en portant une cagoule de l'État islamique. Shakil rapportera plus tard qu'elle a immédiatement cru avoir commis une erreur en se rendant sur les terres contrôlées par Daesh. Elle a tenté de contacter la police, mais au sein de l'État islamique, personne ne viendrait à son aide. Elle a profité d'une des nombreuses frappes aériennes menées sur la ville par les forces de la coalition pour quitter Raqqa et s'est enfuie par le même chemin qu'elle avait emprunté. Elle a soudoyé un chauffeur de taxi pour qu'il la conduise à la frontière turco-syrienne et s'est rendue aux gardes-frontières turcs, qui l'avaient interceptée de l'autre côté. Elle a été rapatriée en toute sécurité à l'aéroport d'Heathrow au Royaume-Uni et a été immédiatement arrêtée à son arrivée. Shakil a d'abord déclaré à la police qu'elle avait été enlevée par les forces de Daesh. Elle a nié avoir tenté d'endoctriner son fils avec la propagande de l'État islamique. Cependant, il y avait suffisamment de preuves pour démontrer qu'elle s'était rendue en Syrie de son plein gré. Et le tribunal a vu les images d'elle posant avec des fusils d'assaut et le drapeau de Daesh. Elle serait finalement condamnée à 4 ans de prison pour appartenance à l'État islamique et pour avoir encouragé la commission d'actes terroristes. Le juge a critiqué Shakil pour avoir menti pendant le procès et pour avoir tenté d'endoctriner son fils comme combattant terroriste. Shakil serait libérée de prison en 2018 et depuis, elle s'est exprimée contre ses anciennes actions. En 2021, elle a affirmé qu'elle regrettait d'être partie en Syrie et qu'elle avait honte de ses actes. Au milieu des années 2010, elle a accordé des interviews dans un documentaire d'ITV sur sa vie intitulé « Tarina, retour de l'État islamique » et elle a été active sur les réseaux sociaux après sa libération. Bien que l'État islamique ait été vaincu par les forces de la coalition, la menace de la radicalisation est toujours présente. Sally Ann Jones était une agente de terreur extrêmement manipulatrice qui ciblait les personnes les plus vulnérables pour les recruter. Avec un mode de vie d'une dangerosité inimaginable, sa présence en ligne a finalement attiré des centaines de personnes à recommencer avec l'organisation terroriste la plus dangereuse du monde. Et ces choix ont laissé un avertissement sombre et durable à la population britannique. Chaque année, on estime que 7 000 à 9 000 personnes sont signalées au programme Prevent du Royaume-Uni qui vise à cibler et à éradiquer la menace de la radicalisation sous toutes ses formes. Dans tout le pays, l'accent a été fortement mis sur la détection des signes de radicalisation avant qu'elle ne puisse avoir lieu. Cela implique de surveiller les changements soudains de comportement chez les personnes proches de vous ou de faire attention à n'importe qui. Juste pour repérer l'utilisation de la violence dans un contexte politique, de nombreuses sources et sujets peuvent amener les gens à se radicaliser de nos jours. Et il est important de regarder au-delà de l'islam lorsqu'on essaie de repérer ceux qui pourraient être à risque. La vie de Sally Ann Jones représente l'un des chapitres les plus glaçants de l'histoire, heureusement brève, de l'État islamique. Bien que sa vie ait probablement pris fin en 2017, elle reste un rappel inquiétant que personne n'est à l'abri des griffes de la radicalisation lorsque les circonstances s'y prêtent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un j'aime ou un commentaire. Tout notre contenu
de la recherche et la rédaction du script jusqu'au montage et à la narration est entièrement réalisée par des humains sans recours à l'IA. Pour soutenir notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos Guerre du monde. Merci de votre visionnage.